bonjour à toutes. J'avais envie de dire bonjour à tous aussi, mais je vois qu'il n'y a pas un homme parmi les participants. Donc, on vous souhaite la bienvenue chez Optoys. On est ravis d'ouvrir les portes enfants après cette crise Covid et pouvoir vous accueillir ici à Montpellier. Aussi, merci d'avoir patienté parce qu'il y a plein de personnes sur Facebook qui disaient non, mais habituellement, vous êtes super ponctuel et là, qu'est-ce qui s'arrive? Bon, ce qui se passe, c'est qu'on a ici une belle audience qui va suivre la conférence aussi en présentiel. Donc, merci de votre patience. Donc, toute l'équipe Optoys vous souhaite la bienvenue à cette soirée très spéciale. On est ravis aussi d'accueillir Dr Henry parmi nous pour parler de la colère. Oui, vous le savez bien parce que vous êtes tous bien inscrits à cette soirée spéciale. On va décortiquer ensemble pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est la colère, les crises de colère. En tant que professionnel, en tant que parent, on est souvent très démunis, autant avec des enfants en petit âge, la petite enfance, avec des adolescents, avec des enfants avec des besoins spécifiques. Au final, ça touche tout le monde. La colère nous touche à nous aussi, adultes. Et on va décortiquer ça ensemble, essayer de comprendre, essayer de donner des solutions, des outils. Pas toujours, ça va être très simple, mais pas toujours simple de le mettre en place. On va les voir. Et donc, pour le dérouler aussi pour les personnes qui nous suivent sur Facebook, après l'intervention de Dr Henry, vous pouvez mettre en commentaire vos questions. Donc, je vais suivre avec la tablette et on fera le lien et je poserai vos questions directement ici. Donc, on va essayer de créer un lien entre les personnes ici en présentiel et vous pour créer, co-construire ensemble cette soirée autour des crises de colère. Donc, pour les personnes que vous ne connaissez pas, Dr Henry, il travaille pas loin. Il est médecin pédopsychiatre au CHU de Montpellier. Il a un parcours avec plein de formations aux thérapies cognitivo-comportementales, aux thérapies aussi systémiques et à l'hypnose médicale. Et vous accompagnez depuis quelques années, plus de 10, des enfants et des familles dans la prise en charge des troubles neurodéveloppement, et des troubles émotionnels. Aussi, il est co-auteur de ce livre. C'est les 100 idées pour accompagner les émotions des enfants et des adolescents des éditions Tom Pouce. Et récemment, vous avez lancé aussi un site, une plateforme aussi pour continuer à donner des ressources aux familles et avec des petites capsules vidéo et d'autres ressources intéressantes. C'est enfance-émotion.fr. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. On est ravis. Et donc, voilà, on laisse la parole au Dr Henry et après, n'hésitez pas à poser des questions parce qu'on souhaite vraiment faire une deuxième partie assez interactive. Donc voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à vous vraiment pour l'invitation et l'organisation. Je suis très content d'être là et c'est vrai que ça fait du bien aussi. On fait beaucoup de visio à l'hôpital, c'est bien la visio, mais c'est bien aussi de voir des gens en vrai. C'est pas, on touche pas le même nombre de personnes, mais c'est important. Donc vraiment merci à vous, Madame Garcia-Gallon, et merci à Optoys de l'invitation et de l'organisation. Donc c'est effectivement un sujet épineux parce que nous, c'est un des premiers motifs de consultation en psychologie de l'enfant ou en pédopsychiatrie, c'est la question des émotions, de la régulation des émotions, de la régulation du comportement et des troubles du comportement. Et les parents viennent en disant mais on ne sait pas quoi faire. Ça touche aussi bien les tout petits que les très grands, comme vous l'avez évoqué. Et voilà, tout le monde est démuni, aussi bien parfois les parents que les enfants. Donc c'est vraiment un sujet qu'on travaille quotidiennement avec les enfants et les familles. Et donc c'est de là qu'est venue l'idée du livre pour essayer de mettre de manière le plus simple possible en mots certaines techniques qu'on peut utiliser qui peuvent aider les familles, aussi bien les enfants que les parents, à réguler un petit peu ces émotions et notamment les crises de colère. Petite parenthèse, pour adapter aussi mon propos, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des professionnels là actuellement, ou est-ce que alors, vous pouvez lever la main, super, et les parents, donc on est à 5, on est à
Alors, eux aussi, effectivement, on est professionnels et parents, moi aussi, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est un point important qu'on dit souvent aux familles qui permet de déculpabiliser, c'est de dire, on a plein de techniques, on dit, on peut faire comme ci, on peut faire comme ça, c'est très bien. Sauf qu'ils savent pas comment ça se passe chez nous. Et que chez nous, parfois, et très souvent même, on a beau avoir la théorie, dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Et ça fait aussi, ça renvoie à nos propres émotions à nous et à comment est-ce qu'on les régule. Alors, le plan de la présentation, déjà, de définir un petit peu de quoi est-ce qu'on parle, de la notion de qu'est-ce que c'est que les solutions et qu'est-ce que c'est que les problèmes, parce que vous allez voir, là, c'est plus mon approche systémique, mais ça me semblait, c'est intéressant et c'est important et ça permet de remettre tout en contexte un petit peu aussi. Qu'est-ce qu'on attend de la prise en charge, qu'est-ce qu'on souhaite au final, quels sont nos objectifs. Et puis, on va voir 2 ou 3 principes, outils qui peuvent servir. J'ai dû choisir, j'ai été restreint sur le temps, mais c'est vrai, il faut, sinon, alors on peut avoir tendance à trop vouloir en dire et du coup, on va trop vite et du coup, on n'est pas très clair. Et du coup, voilà. On parle de ça. Crise de colère. Alors, l'illustration à gauche, c'est Raphaël Chabassol et Cléo Germain, qui sont les illustrateurs qui nous ont accompagnés dans le livre, parce que dans le livre, il y a pas mal d'illustrations, parce qu'on peut dire pas mal de choses avec les dessins qu'on peut pas forcément dire avec les mots. Donc c'est ça, on parle beaucoup de vagues, aussi, une espèce de déferlant, de tsunami, on entend beaucoup ces termes-là quand il y a une crise. J'aime bien l'image aussi du volcan, c'est vraiment un aspect d'éruption, c'est un truc, ça explose. Donc en gros, la crise, c'est quand les mécanismes de régulation sont dépassés, les mécanismes de coping de la personne, que ce soit l'enfant et le parent, sont dépassés et on risque de faire n'importe quoi ou de dire n'importe quoi. Et il y a des conséquences, il peut y avoir des conséquences à ces crises. Et d'où l'intérêt d'essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut les réguler et comment est-ce qu'on peut faire qu'elles aient moins lieu. Un autre schéma que vous avez déjà peut-être vu, c'est la fameuse courbe de la colère. Alors, on rabâche ça, mais c'est quand même quelque chose d'assez... il y a quand même pas mal de données qui montrent que c'est une bonne manière de schématiser les choses. Alors, je la remontrerai après, il y a des différentes courbes là encore. Donc là, on a mis à la fois la courbe de la colère et puis une espèce de vague. Donc la crise, c'est ce rond rouge, là, c'est quand on est en haut. Voilà. Alors, je pense que vous savez que malheureusement, j'ai pas la solution pour qu'il n'y ait plus aucune crise de colère à la maison. Sinon, j'aurais déjà commencé par cette diapo-là et puis voilà. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Et en fait, ce qu'on dit souvent aussi, c'est que quand il y a une crise, c'est que c'est déjà un peu trop tard. Ça, j'imagine que vous l'avez déjà entendu. Quand il y a la crise, il n'y a pas grand-chose à faire. En fait, l'idée, ça va être ces 5 points. C'est d'essayer, et j'ai souligné essayer, encore une fois, voilà, on est humain, essayer de rester calme en tant que parent. Quand on peut, de laisser l'enfant seul, parce que très souvent, ce qui se passe, c'est des mécanismes d'escalade ou de réalimentation de la crise. Quand on est avec l'enfant, on veut lui faire comprendre, on veut, voilà, mais enfin, calme-toi, le fameux calme-toi qui souvent va tendance à envenimer les choses. Donc, laisser l'enfant seul si c'est possible. Ou alors, si on est obligé, si vraiment la crise est trop forte, on doit rester, mais en tout cas, on peut essayer de protéger l'enfant, de se protéger aussi s'il y a des dangers imminents. D'essayer de rester silencieux, ce fameux calme-toi, ou d'essayer de pas raisonner forcément l'enfant. Et puis, quand il y a des crises vraiment très fortes, d'appeler à l'aide, de ne pas rester seul. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. On anime des groupes sur Père Plantade de ce qu'on appelle la résistance non violente pour des parents d'adolescents violents. Donc là, il y a des crises extrêmement importantes et une des notions de cette technique d'accompagnement, c'est le réseau de soutien. C'est de dire aux parents, ne restez plus seuls avec ça. Alors en plus, dans ces dynamiques-là, il y a souvent des enfants, ça se passe vraiment en vase clos à la maison, on n'en parle pas à l'extérieur, on en a honte, c'est normal aussi. Donc une des manières de détricoter ce cercle vicieux, c'est aussi justement de ne pas rester seul et d'en parler. Voilà, quand la crise elle est là, je vois pas grand-chose de plus que ça à faire entre guillemets. Donc c'est vraiment tout un travail en amont. Ici, on reprend l'image de l'éruption d'un volcan. Quand le volcan il a pété, la seule chose qu'on a à faire, c'est à partir en courant ou essayer vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment, c'est assez incontrôlable. 3 grands principes, je trouve importants auxquels se raccrocher quand il y a une crise, c'est que toute crise a une fin. Dans ma courbe de tout à l'heure, elle redescend la courbe, ne serait-ce que ça, mais ça, l'air de rien, c'est bien de se le dire quand on est dans la crise, de se dire, voilà, là, c'est l'horreur ce qui est en train de se passer,
mais ça dure de 5 minutes à 2-3 heures. Alors, 2-3 heures, je n'ai pas dit un quart d'heure, je n'ai pas menti. Il y a des enfants, nous, on a des familles qui disent, mais en fait, voilà, ça a duré. Donc, on s'est relayé entre parents pour faire attention qu'ils ne se fassent pas mal, qu'ils ne blessent pas quelqu'un, etc. Et au bout de 3 heures, ils s'endorment. Mais ça s'est arrêté. Alors, ça aurait pu s'arrêter plus vite, peut-être, en faisant d'autres choses. Après, on réfléchit, encore une fois, en amont, à qu'est-ce qu'on peut faire pour… voilà. Et l'idée, c'est que cette crise, elle ait le moins d'impact possible, soit matériel, on va dire, avec les portes qui claquent ou les choses, voire plus, soit aussi, notamment… émotionnel ou psychologique sur les choses qu'on risque de dire ou que l'enfant risque de dire dans ces moments-là. L'idée souvent, c'est, on dit aux parents, quand il y a la crise, quand vous savez que vous êtes en haut là, vous fermez les oreilles, voilà, vous dites, là, c'est pas lui qui parle, c'est la crise. Donc, je n'écoute pas ce qu'il dit. Ou ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, l'intérêt de s'isoler. Parce que si vous vous isolez, vous avez des bonnes chances de ne pas entendre du tout toutes les choses très gentilles qu'il va dire sur vous et voilà. Mais qui sont vraiment liées à la colère. Et ça encore, c'est très lié à l'enfant, mais on le vit, je pense, tous, on a tous des images comme ça. Moi, un exemple que je prends souvent, c'était, j'étais très en colère contre quelqu'un, par rapport à quelque chose que je trouvais injuste au travail. J'ai écrit un mail, voilà, j'étais bien content de mon mail, et je l'ai envoyé quand même à ma chef de service avant de l'envoyer. Elle m'a dit, je suis complètement d'accord avec toi, mais attends 48 heures avant de l'envoyer. J'ai attendu 48 heures, je l'ai relu, je me suis dit, mon Dieu, j'ai failli envoyer ça. Voilà. Donc, ça veut vraiment dire que les émotions, même en dehors des crises, les émotions, parfois, vont modifier notre fonctionnement cognitif et notre façon de dire les choses. Donc, en amont, on va dire des crises, vraiment, il y a la question de l'opposition et de la colère. Alors, vous le savez, l'opposition, ça fait partie du développement normal. La colère, c'est une émotion normale également. La question de l'opposition, alors il y a plusieurs périodes, vous le savez bien, entre 2 et 4 ans, là, la période du non, les enfants qui sont très… voilà. Et puis, c'est aussi assez classique de la période préadolescente ou adolescente, où il y a vraiment un besoin d'individuation, un besoin d'être à l'extérieur de ce que demandent les parents, et on va avoir plus de risques à ces périodes-là. Mais d'une manière générale, on peut dire, et ça je pense que c'est Isabelle Filiosa qui le dit bien, les enfants sont programmés pour explorer le monde. Et donc, c'est normal que, du coup, en réflexe inverse, les parents soient là un petit peu pour réguler, parce que parfois, dans cette exploration du monde, ils peuvent se mettre en danger, faire ci, faire ça, ou aller trop dans un endroit. Donc, on va dire, non, ça, tu peux pas, ça, si. Et donc, il y a de l'opposition, et il peut y avoir un mécanisme de colère ou d'énervement par rapport à ça. Donc, la colère, c'est aussi un moyen de s'affirmer et de défendre ses intérêts. Et c'est un mécanisme très complexe, les émotions de manière générale. Il y a vraiment donc ces aspects émotionnels, entre guillemets, il y a vraiment par rapport au corps, il y a des éléments neurobiologiques, vous le savez aussi, et puis même au niveau du métabolisme, de certaines hormones. Donc, ça met en jeu plein de choses. Et l'idée, c'est que du coup, on peut aussi agir sur ces différentes choses pour essayer de réguler, d'accompagner ces émotions. Alors, il y a autre chose, c'est que il y avait on entend beaucoup gérer, gestion, entre guillemets. Alors, vous le verrez peut-être sur le livre qu'on a écrit, on a utilisé le terme accompagner, qu'on juge, qu'on trouve un peu mieux parce qu'on ne gère pas une émotion comme on gère une voiture ou un compte en banque. C'est très subjectif, les émotions. Donc, on ne va pas pouvoir les réguler de manière rationnelle et de manière concrète. On aime bien prendre l'exemple, je trouve, qui est parlant d'un animal sauvage. Donc, vous avez à l'intérieur de vous un animal sauvage. Vous apprenez à vivre avec, vous apprenez à le comprendre, vous apprenez à comprendre ce qui, des fois, l'énerve énormément et ce qui le calme. Et c'est une espèce de co-construction avec cette partie de vous, en fait, que vous contrôlez pas trop, quoi. Ça parle bien aux enfants, ça, c'est souvent on prend beaucoup de métaphores et beaucoup d'images. Donc, il y a cet aspect un petit peu de dompter, entre guillemets, ou d'apprendre à connaître, d'apprendre à vivre avec cet animal sauvage qu'on apprivoise, entre guillemets. Et il y a des enfants qui ont des animaux émotionnels très gentils ou relativement sauvages. Et puis, il y a des enfants, alors là, du coup, on pourrait faire le lien avec ce qu'on appelle le tempérament. Eh bien, il y a des enfants qui ont des tempéraments très explosifs et qui ont beaucoup de mal à réguler leurs émotions. Donc, on n'est pas tous égaux non plus par rapport à ça. Vous connaissez sûrement le film Vice Versa, qui est une bonne illustration parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un moment donné, il lui arrive des choses dans sa vie. Elle déménage, elle n'est pas contente, etc. Et du coup, sans qu'elle le veuille, le petit personnage tristesse prend beaucoup plus
de place, entre guillemets, dans son cerveau, sans qu'elle le veuille, entre guillemets. Donc, ça revient un petit peu à ça. C'est de dire, il y a des choses que je vis qui vont faire que telle ou telle partie de mes émotions va être plus ou moins forte. Et c'est l'animal de l'enfant, mais c'est aussi l'animal du parent. Autre petite illustration du livre, là encore, hein, moi le premier, c'est des choses qu'il faut essayer d'éviter, ces fameuses injonctions paradoxales où on va dire on va demander quelque chose à l'enfant, donner un ordre à l'enfant, en faisant strictement l'inverse. C'est la même chose pour arrêter de fumer. Les parents qui la clope au bec disent non, il ne faut pas que tu fumes, c'est pas bien, c'est pas bien pour la santé, pas bon pour la santé. Bon, c'est un peu pareil. Donc il y a vraiment toute une approche d'essayer d'aider les parents à modifier leur comportement, en comprenant aussi certaines choses du coup de la régulation et du fonctionnement des émotions pour améliorer ces choses-là. Un petit point que je trouve important également, la distinction entre solution et problème. Ça c'est vraiment des éléments de thérapie systémique, de thérapie brève, ce qu'on appelle les thérapies orientées solutions. C'est qu'il y a une distinction forte entre qu'est-ce qu'un problème et qu'est-ce qu'une solution. Et parfois, les solutions n'ont pas grand-chose à voir avec les problèmes. L'exemple que je vous donne, c'est que, imaginons que quelqu'un vous dit, viens voir, je voudrais arrêter d'être insomniaque. Les solutions n'ont pas grand-chose à voir en fait avec l'insomnie en tant que telle. Ça va être des choses qu'il va mettre en place qui vont permettre de faire en sorte qu'il soit moins insomniaque. Donc, on pourrait faire le parallèle en disant, voilà, je veux que les crises s'arrêtent. Et c'est sûr que le problème, donc, c'est les crises. Ça prend beaucoup de place. On ne voit que ça parce que c'est vraiment quelque chose qui entraîne une forte souffrance. Mais en fait, les solutions, on va pas forcément directement à faire avec la crise en elle-même. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est important aussi d'avoir ces choses-là. Donc là encore, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas une solution, mais c'est plutôt, on prend l'image aussi de la boîte à outils, entre guillemets, c'est l'idée, c'est que quand il se passe quelque chose, on ait plusieurs idées en tête de savoir comment réagir face à ça pour pas être perdu, entre guillemets. Ce qui est vraiment, je crois, alors vous direz si à la fin de la conférence, si vous voulez témoigner, ce qui ressort beaucoup de la souffrance des parents, c'est vraiment ce sentiment d'être perdu et de pas savoir quoi faire et d'avoir l'impression de mal faire ou d'être voilà. Donc quand on travaille sur cette dynamique-là, eh bien on récupère comment dire une confiance en soi dans notre position parentale et ça permet justement de pouvoir dire ouais là je sais pas trop quoi faire mais on va essayer ça, on va essayer ici, on va essayer ça. C'est parce que c'est humain là encore et qu'on n'est pas on n'est clairement pas infaillible. Donc gérer les crises de colère, l'idée serait de dire qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour que les crises soient le moins fréquentes, durent le moins longtemps possible et aient le moins d'impact dans la famille. Ça me semble être vraiment, en définissant le problème de cette manière-là, ça me semble beaucoup plus constructif et dynamique. Alors, du coup, je vais vous présenter 3 outils. J'en ai un quatrième, mais on le voit là. Alors, il y en a plein. Hein, donc, dans le livre, c'est 100 idées. Donc, on a fait comme ça 100 petites idées d'un outil ou d'un concept, entre guillemets, qui peuvent aider. Mais j'ai choisi ces 3-là. Donc, l'escalade réciproque, la question de l'anticipation et la question de choisir ses batailles, parce que c'est vraiment des choses assez centrales qu'on trouve dans pas mal de situations de crise ou de colère disproportionnée. Donc, l'escalade réciproque, c'est un phénomène assez classique quand il y a une dispute ou un désaccord. Il va y avoir ce fameux tour de rôle entre l'enfant et le parent parce qu'on n'est pas d'accord, et donc on exprime nos arguments, et puis ces arguments vont commencer à glisser à cause de la colère, et il y a vraiment un cercle vicieux qui se crée qui fait que ça devient une sorte on prend beaucoup cette image-là, d'un match, entre guillemets, un match de tennis ou un match entre l'enfant et le parent, alors ça c'est vraiment l'ascenseur pour la crise. Ça c'est vraiment le truc, voilà. On vous a fait il y a une petite illustration, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, je vais vous le dire. Donc là c'est le garçon qui dit, non c'est le parent qui dit, ça fait 5 fois que je te dis que tu veux d'ailleurs ranger ta chambre, il y en a marre, du coup on n'invitera pas ton copain demain comme prévu. Donc vous voyez la punition qui part sous le coup de la colère aussi. L'enfant, quoi, c'est dégueulasse, c'est pas juste. Ah, c'est pas juste. Tu rigoles, j'espère. On est beaucoup trop gentil. Tu fais aucun effort.
tu m'énerves, c'est l'enfant du coup, tu m'énerves, vous êtes nuls comme parents, là on généralise, ça commence à faire rien, vous êtes nuls comme parents, vous ne faites jamais plaisir. Réponse du parent, ah on est nuls. Et tu veux qu'en plus on te prive de ta trottinette pour voir ce que… Et puis je peux aller loin, hein. De toute façon cette trottinette elle est pourrie. Ah d'accord, vous voyez exactement je pense ce que je veux dire. Et là encore, ça moi je le vis aussi, hein. C'est pas parce que je sais très bien ce qu'est l'escalade réciproque qu'elle n'a pas lieu chez moi. Voilà, je vous rassure, ou pas. Enfin, voilà. Donc, l'idée, il y a beaucoup de parents qui disent mais je veux pas lâcher, il faut que j'ai le dernier mot entre guillemets. Et alors c'est compréhensible du coup parce qu'on se dit mais si on lâche, l'enfant va avoir l'impression qu'il gagne. Du coup, ça va faire un cercle vicieux. Du coup, il va se croire tout permis. Et donc, on est coincé en tant que parent dans cette position-là. Et donc, ça va vraiment faire monter ce que je faisais tout à l'heure. Alors, il y a aussi, en fonction du tempérament de l'enfant, s'il y a des éléments de dysrégulation émotionnelle ou pas, la courbe, elle va être plus ou moins… il y a des enfants il y a des parents qui disent ah ouais, c'est exactement ça, sauf que moi, la courbe, elle est verticale. C'est-à-dire qu'il y a un truc, je lui dis non, tout de suite, c'est une explosion. Donc, ça dépend aussi beaucoup du tempérament de l'enfant. Comment est-ce qu'on va voir, entre guillemets, qu'on est dans un processus d'escalade? Alors déjà, c'est d'essayer de repérer sa propre colère. Il y a des parents qui me disent « Ah, mais depuis que vous m'en avez parlé, là, je sens là, quand j'ai la barre dans le dos, là, je sais qu'il faut que je parte. » Donc, il va y avoir des expressions émotionnelles au niveau corporel. Voilà, il y a des parents qui disent « Moi, c'est les décibels. » C'est-à-dire que quand je vois qu'on dépasse 55 décibels, vous avez des applications hein, qui marquent « ça sonne », et ça veut dire « il faut partir ». Parce que on rigole, mais c'est vraiment c'est des trucs très bêtes entre guillemets. Mais là, voilà, on est en train de monter et donc ça sert à rien et voilà. Donc la colère augmente, on veut avoir le dernier mot, l'enfant répond. Il y a ces phénomènes de généralisation. Avec toi, c'est toujours pareil. Vous n'êtes jamais comme si. Vous voyez ça, c'est ces fameux mots qui on en reparlera après, qui blessent un peu aussi. Et puis on a envie de marquer le coup, quoi. On a envie de voilà. Pour qui il se prend, c'est pas lui qui commande, je lâcherai pas. Donc, ça entraîne pas grand-chose de bon, ça risque d'entraîner une crise. Et puis, voilà, on va… Ah oui, vous voyez le truc là, on est mauvais parents, ok, bah, du coup, tu es privé pendant 1 mois. Tu n'es pas content? 6 mois, 1 an. Et après, on est coincé. Parce que vous l'avez privé de 6 mois, vous étiez bien énervé, vous l'avez privé de 6 mois de console. Ok, super. Mais qu'est-ce que vous faites du coup? Soit vous maintenez la punition, et du coup, au bout de 15 jours, il ne saura même plus pourquoi il est puni de console et trouvera ça pas juste. Soit de vous laisser couler, et ça renvoie au fait que, en fait, mes parents, ils disent des trucs, mais après, ils le font pas de toute façon. Donc, on est, vous voyez, on est coincé dans cette position-là. Donc, l'idée, c'est encore une fois d'essayer de stopper ce processus quand on s'en rend compte. Le plus dur, c'est de le repérer. Une fois qu'on a repéré, qu'on a réussi à faire ce pas de côté, à se dire, oula, là, on est c'est en train de partir en cacahuète, entre guillemets. Déjà, on a fait les 3/4 du travail parce que on peut beaucoup plus facilement après sortir de ce truc-là. On n'est plus dans le match, en fait. On arrête d'envoyer des balles. Et c'est ce qui vous permet, du coup, de sortir une phrase de ce genre. OK, je suis complètement consterné par ce que tu as fait, ou par ci ou par ça. OK, je suis pas du tout d'accord avec ça. Par contre, là, on est en train de trop se mettre en colère. Et je n'aime pas ça. Je ne veux plus en parler. Il y aura des conséquences probables à ce qui s'est passé, mais on n'en parle plus maintenant. Et voilà. Alors c'est très, mais voilà. Non mais c'est bien dans la théorie et la pratique, on est d'accord. Mais franchement, quand même, il y a des parents qui peuvent dire, ou alors qui ne disent plus rien. Le silence, vous n'imaginez pas la puissance du silence par rapport pour les enfants en termes d'autorité entre guillemets. C'est voilà des parents qui ne répondent plus. Ok. Alors du coup, souvent, ce qu'on dit aux parents aussi, c'est que quand vous commencez à changer, et si vous ne renvoyez plus les balles, si je garde mon image, quand vous êtes en plein match de tennis avec quelqu'un, là, 7-6, 6-4, 7-3, il y a un match énorme, et que le mec en face, il n'envoie plus les balles, qu'est-ce que vous faites? Vous en renvoyez des plus fortes, vous avez envie de continuer le match. Donc très souvent, ce que les parents décrivent, c'est que quand ils modifient leur comportement, la crise augmente, ou les propos de l'enfant vont augmenter. C'est assez classique et c'est assez normal, mais si on tient bon sur la durée, entre guillemets, dans un second temps, entre guillemets, vraiment, les crises s'arrêtent parce que l'enfant se retrouve tout seul et il se retrouve un peu bête, entre guillemets, à lancer ses balles parce que il n'y a pas de répondant derrière, il n'y a pas cet aspect de provocation, il n'arrive pas, entre guillemets, quelque part à vous provoquer.
Donc là encore, la question de l'isolement, de ne plus rien dire. Et puis, ça vous permettra aussi de réagir, on va le voir après, de réagir à froid. On a une expression sur les groupes de résistance non violente, on dit battre le fer quand il est froid, parce que, encore une fois, avec la colère, souvent dans ces moments-là, c'est très, très glissant et on a le risque de dire ou de faire des choses qu'on ne va pas pouvoir vraiment maintenir après ou qui seraient injustes, entre guillemets. Donc ça, c'était cet aspect, entre guillemets, d'escalade réciproque. L'anticipation. Alors ça, c'est un grand mot, un gros mot aussi de la régulation émotionnelle que vous avez déjà dû entendre. Il y a des parents qui disent « Mais vous m'énervez avec votre truc d'anticipation, là, je suis pas un robot, je peux pas non plus anticiper toutes les situations. » Et c'est clair, c'est vrai. On est humain, donc il y a plein de situations qu'on n'arrivera pas à anticiper. Et là encore, c'est totalement vrai. Après, il y a quand même des grandes lignes ou des grandes situations où on va pouvoir, si on arrive encore une fois à avoir cette énergie et ce recul, à se dire là, hop, si ça continue, je suis sur une pente glissante qui monte là et ça va. Voilà. Donc l'idée, c'est d'analyser a posteriori et de se dire voilà, en fonction du contexte, c'était à peu près sûr que ça allait mal se passer. Et ça, il y a beaucoup de parents qui le disent. Hein, j'ai deux exemples. Hein, les deux frères dans la console. Ou les frères et sœurs ou les copains dans la piscine. Ça, c'est des grands classiques. Les parents, ils disent « Ah, voilà, ça a recommencé. Il y a eu encore une crise. » Et quand vous demandez « Mais entre 0 et 10, vous pensiez à… Entre 0, vous n'êtes pas sûr du tout, mais 10, vous étiez sûr à 10 sur 10 qu'il y aurait une crise. Vous pensiez que c'était combien? 8 sur 10. OK. Donc, ça veut dire qu'il y avait 8 chances sur 10, 8 risques sur 10 qu'il y ait une crise. Donc, cette crise, peut-être qu'elle aurait pu être anticipée en faisant des trucs avant, entre guillemets. Donc ça, c'est encore une fois la théorie. Alors j'ai donc un exemple. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je le conçois, voilà. Mais quoique, quand même, c'est pas si impossible à faire que ça. Si on dit, les enfants qui jouent ensemble, je sais qu'au bout de 30 minutes, c'est sûr, ça va partir entre guillemets en crise. Alors, en amont, soit on vient pour jouer avec les enfants au bout d'un quart d'heure, soit on les sépare, on les fait jouer. Alors, scandale. Mais pourquoi on arrête de jouer? C'est comme ça, mais parce que ça se passe très bien, justement. Oui, ça se passe très bien. Donc pourquoi vous nous arrêtez si ça se passe très bien? Moi, j'arrête parce que je sais ce qui risque de se passer après. Donc ça va être d'agir en amont, parce que alors ils vont vous en vouloir à vous, hein, mais c'est pas très grave parce que vous saurez dans votre fort intérieur que vous avez fort probablement évité une crise. Ça, c'était un autre exemple, une maman qui explique que sa fille s'énerve systématiquement quand elle fait des dessins le soir, mais les soirs d'école. Parce que ça va pas, ça ressemble pas, etc. Par contre, le week-end et le mercredi, rien n'est signalé sur cette activité. Et elle a limité cette activité au mercredi et au week-end. C'est tout bête, hein, mais t'as pas le droit de dessiner le soir. Ouais, c'est pas juste. Ouais, je suis désolé, tu peux faire ça, mais on dessine pas le soir d'école. Et voilà. Alors, on n'a pas le pourquoi. On cherche beaucoup les pourquoi. C'est très dur, hein, de savoir pourquoi il y a une crise, pourquoi il y a une colère, pourquoi, voilà. L'idée, c'est qu'encore une fois, dans cette situation-là, on va en mettant cette règle. Alors, faut pas que ce soit forcément arbitraire non plus, hein. C'est important aussi d'expliquer les choses aux enfants, de dire, voilà, moi, j'ai un peu l'impression quand même que souvent, quand tu dessines, tu vois, le lundi, le mardi, à chaque fois, c'est souvent des crises quand même. Donc, ce qu'on va faire, moi, j'ai envie de faire un truc, c'est que, je suis désolé, hein, mais on va faire ça. Les soirs d'école, en plus, si on n'a pas trop le temps, on fera d'autres jeux, si tu veux, d'autres activités, mais on fait pas d'activité dessin. Et puis, on le réserve au mercredi, au samedi, dimanche, et puis on voit un peu ce qui se passe. Et puis, des fois, les enfants d'eux-mêmes disent, ah ouais, c'est vrai que on se dispute moins, ou qu'ils peuvent réussir à repérer, eux aussi, qu'ils y gagnent quelque chose. Donc, il y a deux grands types d'anticipation. Il y a ces situations récurrentes, les exemples qu'on vient de voir. On sait à l'avance, entre guillemets, qu'il risque d'y avoir une crise. Et donc, on va agir avant le début de la crise. Et puis, il y a ce qu'on a appelé l'anticipation à chaque instant, c'est d'anticiper dans une situation qui est en train d'arriver. Donc, je vous donne un exemple. On rentre de l'école, un petit garçon, je sais pas, moi, de 6-8 ans. Et puis, on avait envie de demander à l'enfant de ranger sa chambre, notamment ses armoires, faire un grand rangement, parce que là, c'était… voilà. Et puis, en fait, dans la voiture, on est en train de se rendre compte. On se dit, moi, je suis crevé. J'ai passé une mauvaise journée au boulot. Lui, là, il a une tête pas possible. Il est malade. C'est vrai, il n'a pas dormi depuis 2 jours. Ses copains viennent de s'énerver avec lui. Donc, en fait, vous vous rendez compte
qu'en fait, là, vous courez au désastre et il va y avoir une crise, c'est quasiment sûr. Donc, se dire, bon, mon idéal de rangement attendra peut-être quelques jours où je vais revoir à la baisse ce que je vais lui demander, où je vais l'accompagner pour le faire. Vous voyez, donc là encore, on est dans de l'anticipation de ce qui aurait pu se passer, entre guillemets. J'ai un exemple qui me vient en tête d'une maman qui nous expliquait que c'était des crises systématiquement au centre commercial. Et en fait, donc on lui a demandé de décrire la séquence de comment ça se passait. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était le samedi, elle avait les 3 enfants, un centre commercial bondé, il se finissait à 13h30 sans avoir mangé. On dit stop, ça peut pas bien se passer. C'est juste pas possible en fait qu'il n'y ait pas de crise. Donc vraiment revoir qu'est-ce qu'on modifie. En fait, c'est normal qu'il y ait une crise en fait quelque part. Et là encore, c'est une manière d'anticiper un petit peu les choses. Donc là, je le dis, je le redis, c'est beau la théorie, mais après, voilà, on essaye, encore une fois. Le dernier point que je voulais aborder avant la question justement des questions, c'est de choisir ses batailles. Moins vous faites de demandes, plus elles seront importantes. Mathématiques. Ça, c'est important aussi parce que nous, on le vit d'autant plus avec les enfants qu'on accueille qui peuvent avoir des troubles neurodéveloppementaux, notamment la question du TDAH, de l'hyperactivité. Des parents qui disent, en fait, et ça, c'est un exercice qu'on fait au début de la psychoéducation parentale, on leur dit, vous changez rien, mais juste là, pendant une semaine, vous notez vos remarques, vos demandes, et puis les réactions. Et des parents qui disent, en fait, je lui fais 357 remarques par jour, dont une bonne partie sont des remarques un peu négatives. Alors, encore une fois, on ne vous jette pas la pierre. Le matin, on a 30 minutes, il faut y aller, quoi. Hein. C'est humain, là encore, et voilà. Mais quand on regarde quand même sur la journée, entre vos remarques à vous, la remarque de l'enseignant, et puis, il y a ce côté aussi où, en fait, ces remarques, elles ont quasiment aucune efficacité. Parce qu'en fait, le dépêche-toi, le attention à tes chaussures, le range tes chaussures, on le dit tous les jours, 3 fois, 5 fois, 10 fois. Et voilà. Et puis, ça peut amener encore une fois à ce cercle vicieux où il y a une irritabilité où l'enfant dit, mais en fait, il y avait un ado une fois qui m'avait dit, mais à force qu'on me dise que je fais mal les choses, j'ai l'impression d'être une mauvaise personne. On peut arriver dans certaines situations. Alors, je vous rassure, faut quand même dire des choses. On a le droit de dire des choses négatives aux enfants, hein, clairement. Mais quand il y a en tout cas, quand la partie remarque négative et on voit à côté la remarque positive qui est un peu rabougrie, l'idée, ça va être aussi de diminuer ces remarques négatives et d'essayer d'augmenter quelles sont les qualités de l'enfant, quelles sont les choses qui nous plaisent, quelles sont les choses pour lesquelles on est fier de lui, parce que c'est hyper important et que après, on joue sur la question de l'estime de l'enfant, l'estime de soi de l'enfant. Et là, il y a un beau cercle vicieux aussi qui peut arriver où vous avez après une irritabilité forte, c'est-à-dire que les enfants, ça les attaque. En fait, dès qu'on leur dit range tes chaussures, ils explosent. Attends, je vais juste demander range tes chaussures, mais c'est vraiment le cumul de toutes les choses. Alors, là encore, très 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 théorique, très très TCC, vous allez voir, mais qui a du sens quand même, je trouve, en pratique. C'est bête, hein, ce qui est écrit là, mais si avant de demander quelque chose à l'enfant, si on sait qu'il va pas le faire, et qu'on n'a pas la force de résister, autant pas lui demander. C'est mathématique et en termes d'autorité et en termes de cohérence parentale, c'est un peu bizarre, mais de ne pas lui demander, vous y gagnez en cohérence parentale et en autorité. Alors si vous dites range ta chambre une fois, tu demandes ranger ta chambre, puis à la fin, on va le faire parce que ça va plus vite, ça renvoie clairement à l'enfant, mais mes parents, quand ils me demandent des trucs, ce sont juste des informations que je traite. J'ai pas besoin de faire ce qu'ils me demandent. Donc, il y a vraiment cet aspect-là. Et alors, 2 exemples véridiques de parents qui nous ont fait des retours en groupe. Une maman et son garçon dans le tram, ils s'assoient dans le tram, très bien. Une personne âgée arrive. La maman, à son petit bonhomme, alors je ne sais plus, il devait près à 10 ans peut-être. Lève-toi, s'il te plaît, lève-toi, il y a la dame qui laisse la place. Oh non, non. Lève-toi, laisse ta place à la dame. Non, j'ai pas envie, je suis bien, je suis fatigué. Écoute, tu vas te lever ou non. Et la maman, à la fin, elle a fait et elle s'est levée. Ça renvoie
là, si on analyse, encore une fois, on analyse a posteriori, c'est plus facile a posteriori que dans l'action, dans le feu de l'action, mais ça renvoie au fait, en fait, que je fais un peu ce que je veux. Autre exemple, et alors là, il y avait la question, est-ce qu'on aurait pu anticiper? C'est-à-dire, est-ce que la maman, s'il adore le tram, là, il avait sa place à côté de la fenêtre, à ce moment-là, mieux vaut ne pas lui demander et soi-même se lever directement. Vous voyez, on ne perd pas du coup en cohérence et en autorité. Et la petite fille avec les flaques d'eau, c'est une petite fille qui adore les flaques d'eau, comme beaucoup d'enfants. Et bah, on sort et la maman dit bon, par contre, tu fais attention, là, tu te salis pas. Oui, oui, d'accord. Sauf que 8 minutes plus tard, magnifique flaque d'eau. Mais vraiment, voilà, plouf, et machin, et truc, et punition, et bidule, et nanana. Là, ça renvoie vraiment à la question des capacités de l'enfant à s'inhiber, entre guillemets. C'est que quand il voit la flaque d'eau, tout le monde autour disparaît. C'est-à-dire que ce que l'a dit la maman un quart d'heure avant, ça n'existe même plus. Donc, et là encore, est-ce qu'on dit, tiens, elle aime bien ça, donc bah, je vais lui mettre des habits sales ou je vais... et je pourrais éviter une crise parce qu'après, tu t'es sali, je t'avais dit, du coup, tu es puni, alors voilà, crise, et puis on revient de la balade dégoûté. Donc, il y a 2 grandes lignes de conduite. Se battre le fer quand il est froid, entre guillemets. Donc, cette maman dans le tramway, là, ce serait de dire, OK, reste assis. Maintenant, je te demande plus de te lever. Tu vas rester assis, c'est moi qui vais me lever. Et puis, par contre, le lendemain, le surlendemain, on réfléchit à ce qui s'est passé. Tu sais, te rappelles, je t'ai demandé un truc là. Voilà. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Donc, par rapport à ce qui s'est passé, bah, il y aura telle chose. Par rapport à je vais te demander une réparation ou quelque chose il va y avoir, entre guillemets, un aspect un peu symbolique. Et puis, surtout, c'est de dire, voilà, moi, je veux plus que ça se reproduise, qu'on peut réfléchir à ce que ça se reproduise plus, ce genre de choses. Donc, ça, c'est battre le fer quand il est froid. Autre exemple, la console. Arrêter la console. On a des parents qui nous disent, mais je vais demander 12 fois d'éteindre. Il est 21h30. Qu'est-ce que je fais? Et en disant, il y a si je me jette sur la console et que je l'éteins, il y a des parents qui disent, mais surtout avec des enfants qui ont des problèmes de régulation émotionnelle, bah, je vais à la crise. On casse la table du salon, nanana, ça part dans des trucs pas possibles. Donc, qu'est-ce que je fais? Le battre le fer quand il est froid, dans cette situation-là, ce serait de dire, continue à jouer. Tu peux jouer jusqu'à 4 heures du matin si tu veux. Mais du coup, moi, demain, avec ta mère ou avec ton père, on va réfléchir concrètement parce que ça peut pas continuer comme ça. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Donc, à la fois, on a l'autorité, vous posez le fait que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, mais que vous n'allez pas être violent contre lui, ni être, voilà, parce que vous n'avez pas l'énergie, vous êtes tout seul ou machin, et puis vous n'avez pas envie de gérer une crise, entre guillemets. Donc, on dit, OK, on met du délai, entre guillemets. Et ça vous permettra aussi de réfléchir concrètement à qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire concrètement dans cette situation-là? Est-ce que je mets un contrôle parental? Est-ce que je mets un truc qui fait sauter? Les parents, ils mettent un truc qui fait sauter les plombs. Donc, il y a plus toutes les prises du salon à 22h, il n'y a plus de prise. Donc, il n'y a plus de console. Enfin, c'est très bête, mais on en arrive des fois là. Et si par contre, il y a l'autre possibilité aussi, c'est de prescrire la crise. C'est un peu bizarre ce que je dis là, mais il y a des bonnes crises, entre guillemets. C'est de dire, écoute mon coco, voilà, là je vais l'éteindre, tu vas probablement faire une crise de colère. Pas de problème. Mais parce que là, on est 3, en plus, il y a la maman de ton copain, là, je sais qu'il y a de bonnes chances que tu n'oses pas faire une crise devant elle, donc je vais l'éteindre la console. Donc, on va au bout, entre guillemets, de son raisonnement. Mais ce qu'il faut éviter, c'est l'intermédiaire que j'ai dit tout à l'heure, c'est de dire, ça ne va pas continuer comme ça, hein, et puis le lendemain, ça continue comme ça. Parce que là, bah, du coup, il y a une incohérence et l'enfant, ils adorent, ils se glissent dedans, ils savent très bien comment manier les parents. Donc ça, c'est voilà, la petite phrase. On va arrêter d'en parler parce qu'on est en train de trop discuter et puis on verra plus tard. Et la prescription de la crise de colère, c'est l'exemple que je viens de donner, c'est OK, ça fait 5 fois que je te demande, maintenant je vais l'arrêter. Tu vas être très en colère probablement, tu vas peut-être faire une crise, je t'y autorise. Et ça renvoie aussi le fait que tes crises en fait me font pas peur, parce que ça aussi les enfants peuvent en jouer beaucoup. Et un enfant de 10-11 ans qui se rend compte qu'il a un pouvoir entre guillemets sur ses parents par ces crises de colère, c'est très compliqué aussi pour les parents du coup à réguler. Et donc on apprend sur ces groupes de résistance non violente à équiper les parents pour leur dire « OK, avant j'avais peur, maintenant tes crises, pas de problème. » Alors pas de problème, c'est tout relatif. Hein. On appelle les pompiers, on appelle le SAMU,
Mais oui, on appelle. Bah, voilà. Et ça, très souvent, rien que le fait de l'évoquer, ou on va appeler, dans le réseau de soutien, par exemple, j'y pense d'une situation, on peut appeler le prof de piano de l'enfant. Et le prof de piano de l'enfant, c'était la personne voilà, hyper importante pour l'enfant, donc méga honte de ce qui se passe. Voilà, on ne veut pas tout à honte, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que les crises s'arrêtent. Donc voilà, donc nous, on n'y arrive pas tout seul, on va s'entourer d'autres personnes. Donc, quand il y aura une crise, on pourra appeler certaines personnes pour les mettre au courant, qui puissent t'appeler, voir un peu avec toi aussi. Donc, il y a vraiment tout cet aspect qui dire, ça, voilà, non seulement on n'a plus peur des crises, mais en plus, on va faire des choses. Et il y a cette petite phrase d'Emmanuel Piquet, je suis en retard, j'imagine. Cette petite phrase d'Emmanuel Piquet, que alors, je vous conseille, c'est une psychopraticienne qui travaille beaucoup sur la question du harcèlement scolaire. Et elle dit, voilà, les non qui se transforment en oui entraînent des tsunamis. J'ai terminé. Donc, c'est normal qu'il y ait des crises. C'est normal d'avoir l'impression de ne pas y arriver ou de faire n'importe quoi. Et ça nous arrive à nous aussi. Et puis, je vous ai présenté trois petites idées, entre guillemets, de choses qui peuvent modifier un petit peu les choses, avec toujours cette question, quel est vraiment le problème, quel est mon objectif et quelles sont les solutions que je peux appliquer. Est-ce que je peux prendre 2 minutes pour je voulais vous montrer juste on a parlé tout à l'heure du site internet, donc on a développé un site internet qui s'appelle donc enfance-du6emotion.fr, dans lequel il y a 3 grandes parties, des conférences et des ateliers en visio, un peu comme ceux qu'on est en train de voir là. Vous voyez, j'avais fait le relais de la conférence d'aujourd'hui. Des capsules vidéo avec des petites séquences enregistrées des choses qu'on vient de décrire. Le moment spécial, s'aider face à une crise, rassurer mais pas trop, etc. Donc ça, c'est des idées en lien avec les idées du livre. Et puis, il y aura, c'est en cours de préparation, mais des petits programmes de guidance avec en gros des programmes un peu clés en main, avec la possibilité de s'inscrire pour avoir accès à certaines choses. Et puis, les abonnements, vous pouvez vous inscrire pour avoir différentes choses. Voilà, c'est enfance-emotion.fr. J'ai terminé. Merci beaucoup. Il a eu pas mal d'interactions aussi sur Facebook, beaucoup d'échanges. Il a autant de professionnels que de parents, comme ici. Donc, ça s'équilibrait. Beaucoup de questions autour des besoins spécifiques, notamment l'autisme. Donc, du coup, parce qu'il avait pas mal d'échanges entre mamans, de dire, voilà, mon enfant était ça, c'est très dur. Parfois, là, il y avait certains mamans d'enfants dont l'enfant ne parle pas. Donc, c'est encore plus difficile de comprendre, beaucoup d'incompréhension. Et est-ce que, c'est trop général comme ça, mais est-ce qu'il a des pistes un peu adaptées? Alors, c'est sûr que les enfants à besoins particuliers, les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, il y a certains des outils qui vont beaucoup moins bien fonctionner ou qui vont devoir être adaptés. Il y a quand même le principe général entre guillemets, d'analyse du comportement, d'analyse de la situation, de ce qui se passe, de qu'est-ce qui entraîne la crise, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette dysrégulation à ce moment-là. C'est quand même quelque chose d'important parce que, encore une fois, si on ne comprend pas quelque chose ou si on n'arrive pas à avoir les tenants et aboutissants et à avoir des petits facteurs, c'est très compliqué de pouvoir modifier les choses. Donc, je repense à une situation, c'est loin, c'était un congrès, quelqu'un qui présentait. Alors, c'était une institution avec des personnes autistes adultes avec déficience sévère. Et il y avait une adolescente, une jeune adulte qui avait des graves troubles du comportement apparus brusquement. Et en faisant une analyse fonctionnelle, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu une installation de la clim à côté de sa chambre. Et que la clim faisait un petit bourdonnement, assez fin en fait. Donc ils ont essayé du coup de la couper et ça, il y a eu une modification des comportements. Donc il y a toute la question de l'intégration sensorielle, des aspects, des particularités sensorielles qu'il faut prendre en compte, de la problématique aussi de la communication justement. Moi, à quoi ça me fait penser, alors ça dépasse la question de l'autisme. De manière générale, les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, alors c'est logique, hein, mais encore faut-il, je trouve, le dire, et c'est important de le dire à l'enfant aussi, c'est que c'est des enfants qui sont en grande souffrance scolaire
de par le décalage. Ils passent la journée avec des enfants qui vont plus vite qu'eux, qui arrivent plus facilement qu'eux, voire un peu qui se moquent de temps en temps en plus, histoire d'en rajouter une couche. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, c'est normal. Et après, on s'étonne qu'il ne pas falloir le voir. Enfin, et donc, quelque part, il y a vraiment ce contexte qui permet de comprendre qu'il y ait des explosions à des moments donnés et donc, il faut reprendre un petit peu tous ces éléments-là aussi. Et quand même, je trouve, dès qu'on fait cette place à l'enfant, lui dire, mais ouais, mon pauvre, mais ce que tu vis, c'est juste l'horreur. Souvent, on a des petits yeux qui s'allument en disant, ah bah tiens, pour une fois, on me dit pas, attention, fais ci, attention, fais ça, va dans le coin de calme quand tu es énervé. Ouais, ils savent tout ça, mais à un moment donné, il faut aussi qu'on comprenne un petit peu leur position. Donc, c'est très délicat, hein, c'est sûr. En tout cas, ça passe, je pense. Ça aussi, on le dit dans le livre, il y a la théorie, la mise en pratique est quand même hyper compliquée. Et dans les situations vraiment compliquées où on est perdu en tant que parent, où l'enfant a des besoins particuliers, c'est important d'être accompagné par des professionnels parce que ne serait-ce que les particularités sensorielles qu'on vient d'évoquer ou les difficultés de communication, les outils de communication augmentés peuvent aider. Et ça, en tant que parent, on n'a pas la science infuse, on ne sait pas. Voilà, et donc c'est bien d'être guidé par un tiers, c'est quelque chose qui est important. Si ici vous avez des questions, on va vous passer un micro, pas pour nous, sinon pour les personnes qui nous suivent sur Facebook pour qu'ils puissent vous entendre. Donc voilà, tout simplement, il n'y a pas de mauvaises questions, au contraire. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Sinon, je pose une deuxième, mais comme ça, je vous laisse un peu de temps. Alors, Sylvie sur Facebook nous dit que c'est difficile. Vous avez parlé d'une des pistes, c'était l'anticipation. Bon, c'était comment anticiper quand cela concerne les moments des devoirs. C'est toujours catastrophique. C'est quelque chose de récurrent. C'est quelque chose qu'il faut faire. Du coup, voilà, le lycée, je suis coincée. Non, les devoirs, c'est juste l'horreur. Voilà. Ça, c'est un truc qui revient énormément. Alors, il n'y a pas, c'est difficile, hein, je pense pas, il n'y a pas de solution miracle. Quelque chose quand même alors vous allez me dire, c'est pas vraiment une solution, mais c'en est quand même une. C'est vrai pour les pré-ados et adolescents. Quand on demande aux parents, mais si vous deviez me faire quel pourcentage des crises et des prises de bec qui sont liées au devoir et qu'on dépasse les 70%, on propose souvent qu'il y ait un tiers. Alors, ça coûte des sous, hein, c'est sûr, c'est pas tout le monde ne peut pas le faire. Mais l'étudiant en fac de je ne sais quoi, en fac de bio, qui vient un peu le mardi, un peu le jeudi, 1 heure le mardi, 1 heure le jeudi pour faire les devoirs. Mais il y a des parents qui disent, voilà, du coup, on n'est pas stressé en tant que parent parce qu'on se dit, il y a quand même quelqu'un derrière. Donc, ça assure ce côté-là, ça calme mon angoisse de parent. Et je me dis que on l'accompagne. Ça, d'un coup, du jour au lendemain, enlever 70% des crises qui se passaient, donc c'est beaucoup plus serein à la maison. Et très souvent, les pré-ados et ados ne se permettent pas, avec des personnes extérieures, ce qu'ils vont se permettre de faire ou de dire avec les parents. Mais là encore, quand il y a des enfants qui ont des troubles des apprentissages, il y a un contexte, hein, c'est quand même de dire que les troubles d'apprentissage, ça fait qu'une journée de 6-8 heures de cours, c'est comme si vous étiez resté 14 ou 15 heures au travail, et puis vous rentrez chez vous, et puis là, il y a votre patron qui vous rappelle, qui vous dit, en fait, attends, il y a une nouvelle réunion en visio là, pendant 4 heures, de 21 heures à, vous n'avez pas envie de la faire, quoi. Hein. Donc vraiment, il y a aussi cet aspect-là quand même qui est… Donc il faut jongler entre les contraintes de ce qui est demandé par les enseignants, la peur aussi qui décroche si on allège trop les devoirs. Et ça, c'est quelque chose qui est… Je suis désolé, il y a pas là, dans le livre, il n'y a pas la solution à ce problème. D'autres questions ici? Je vous laisse. Voilà. Merci, bonsoir. Je ne sais pas si ça marche. Je ne sais pas si c'est bon. Juste donc pour les enfants qui sont un peu plus petits, 3 ans, qui n'ont pas forcément le super langage encore et qui sont dans un moment où justement c'est du non. Je voulais savoir s'il y avait, alors vous en avez un peu parlé, mais au moment de l'anticipation, comment faire quand tout est non. C'est-à-dire, on sait que ça va arriver parce que… Vous avez un exemple ? On rentre à la maison. Ouais.
Le moment après le travail, après la crèche, la nounou, etc. Et qu'il faut faire des choses parce que le moment du coucher va arriver, etc. Donc il y a des horaires plus ou moins respectés, on fait ce comme on peut. C'est clair. Et donc il faut enchaîner un nombre de tâches, quoi, voilà. Et tout est non. Donc alors. Et comment ça se termine? Eh ben ça se termine par forcément une crise. Okay. Parce que au bout d'un moment, on arrive il est trop tard. Est-ce que vous avez un exemple encore plus précis? Est-ce que vous pourriez... Alors, par exemple, donc on rentre, il y a un petit moment où donc il arrive à la maison, il se détend, on sent qu'il a besoin de se détendre. Donc on se dit là, nous on fait on range des choses, et puis on se dit là, il va falloir quand même passer au bain. Pendant que l'autre prépare le dîner ou voilà, c'est quand même assez réglé, je pense pas chez beaucoup de monde c'est assez réglé. Et là le bain ça va pas être possible, donc on se dit ok, on sent que ça commence à monter, donc non tout de suite. Donc on va commencer à dire d'accord, alors dans 5 minutes on va y aller, donc on essaie de prévenir, on essaie de prévenir, et qu'au bout d'un moment on peut plus prévenir. Et est-ce qu'il y a des moments où ça marche? Est-ce qu'il y a des moments où le bain est possible? Oui, de temps en temps ça marche, mais pas tout le temps. Ok. Et est-ce que vous avez repéré qu'est-ce qui fait que les moments que... Non. Alors on imagine, parce qu'on se dit parce qu'il a eu un moment de sieste un peu plus court, peut-être que aussi chez la nounou il y a eu un moment une frustration, peut-être une colère aussi, mais on ne sait pas tout ce qui s'est passé dans sa journée. Donc c'est vrai que voilà. Ce qui marche bien pour les tout petits, c'est la question de création de routine. Mais ça, je pense que vous avez peut-être, vous le décrivez. En fait, la routine, elle est là de fait parce que voilà. Mais les enfants n'ont pas forcément conscience. Pour nous, c'est simple, c'est tous les soirs pareil, entre guillemets. Mais à 2-3 ans, c'est pas sûr qu'ils aient cette représentation-là aussi. Donc ça peut renvoyer à ça, à dire. Alors soit c'est pas avec il y a sûrement des pictogrammes ici ou des choses qui peuvent aider sur les dessins, de structurer un petit peu le soir. Voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. D'essayer de voir qu'est-ce qui fait que c'est non. C'est que l'enfant est en train de jouer un super jeu hyper intéressant. Et donc est-ce que ce jeu-là, on pourrait pas le mettre après, par exemple, ou qu'il soit justement tu t'aimes beaucoup ce jeu-là, tu pourras le faire, mais une fois que ce truc-là sera fait. Ce qui marche aussi, ce qui peut un petit peu marcher, c'est la question de tout ce qui est le renforcement positif. Mais ça, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de ça et déjà essayé. C'est les fameuses gommettes, les fameux petits smileys, les fameux autocollants, entre guillemets. C'est de dire, écoute, ce truc-là, t'aimes pas ça. On a bien vu que t'aimais pas ça. Ok, c'est vrai que c'est un peu machin en plus quand t'es en train de jouer avant. Par contre, c'est méga important. Donc, est-ce que on pourrait faire un truc, par exemple, c'est que, regarde, si tu fais ça, alors, t'as le droit de me dire 3 noms, on a le droit de mettre 5 minutes de chrono pour le temps que tu machin. Mais au bout des 5 minutes, par contre, tes 5 minutes quand elles sont passées, même si tu vas au bain, en plus au final, souvent tu y vas quand même mais sauf qu'on s'énerve. Mais à la fin des 5 minutes, tu pourras pas avoir le petit point ou le petit truc. Donc c'est toi qui vois. Donc en associant comme ça un délai entre guillemets, comme vous le faites déjà en disant 5 minutes, et le renforcement de dire comme c'est très dur pour toi et que ça te demande un effort de contrôler ce fait que t'as pas envie, et donc de répondre à cette contrainte. Et écoute, bingo, t'as un petit smiley, un petit machin, on met une petite étoile dans la tête de la princesse, le dessin de la princesse qu'on vient de faire, voilà. Et puis au bout de 3 petites étoiles, t'as une super histoire double histoire le soir, un truc. Alors il faut chercher avec l'enfant en fonction aussi de l'intérêt de l'enfant, quelque chose. On dit souvent en consultation, je le vois. Les enfants, il y a un moment donné le regard qui s'allume, qui regarde ça. Oh, c'est bien ça. Ok. Donc là, ça veut dire qu'on a un bon outil qui va permettre de changer les choses. Voilà, c'est des petites pistes qu'on peut essayer de mettre en place. Après, pour la notion de temps, les enfants tout petits, 5 minutes, ça ne veut rien dire. Le timer, donc, je ne sais pas si vous savez quelque chose de visuel pour aider à… Voilà. Donc, le timer, ça peut aider à dire, voilà, quand le truc rouge va finir, là, c'est fini. Parce que 5 minutes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu abstrait. Ça, c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout… concrétiser le temps. Ça vous me permet de matérialiser. C'est mieux qu'un minuteur, hein. C'est pas qu'un 5 minuteurs, ça matérialise le temps. C'est-à-dire que 5 minutes, c'est comme ça, 15 minutes, c'est comme ça, et on voit le temps qui s'arrête, entre guillemets, le temps qui diminue. Cool, ouais. Donc ça, c'est effectivement un outil assez général, assez intéressant pour les enfants en bas âge.
Oui, bonsoir. Malgré d'avoir utilisé le timer, d'avoir utilisé le renforcement positif, l'impasse étant que la mise au devoir est tellement difficile que la crise pour arriver à s'installer au devoir prend des proportions de folie. Mais je trouve qu'en tant que parent, pas en tant que professionnel, mais en tant que parent, on est très, très démunis dans la solution qui peut nous être apportée, une association, un groupe. Moi, j'ai été dans cette situation, mais j'ai tourné pendant des semaines et du bouche à oreille et d'Internet et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui puisse nous aider à sortir d'une impasse parce que ça a entaché toute notre famille sur toute la soirée, sur Et vous avez fait comment? Du coup, c'est quoi la solution que vous avez réussi à mettre en place? Ben, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'avec le bouche à oreille, j'ai trouvé un professeur qui s'intéresse beaucoup justement aux difficultés d'apprentissage, qui se documente sur la profession d'orthopédagogue, qui va utiliser beaucoup d'outils de renforcement de l'estime de soi et qui arrive justement à ses fins. Moi, la finalité, c'est que le travail soit fait, que le suivi scolaire soit régulier, mais j'ai été désemparée. Non, mais je trouve qu'on n'arrive pas, enfin, il n'y a aucune base de données qui puisse répondre à nos attentes de parents. Je suis sûre que je ne suis pas la seule dans cette situation. Vous n'êtes pas la seule, c'est sûr. Il y a vraiment le cas par cas et vraiment l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est quand même aussi que c'est assez compréhensible que ça se passe mal, encore plus pour les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, parce que c'est juste, à un moment donné, et ça, moi j'ai pas mal de situations comme ça où, en fait, on reprend avec l'enfant, ok, difficulté d'apprentissage, il va à l'orthophonie 2 fois par semaine, le psychomote, machin, et puis le soir, quand on regarde un peu, on creuse. Alors on voit bien les parents, ils disent aussi, les devoirs, ça prend entre 1h30 et 2h le soir. Ok. En fait, on va pas tenir. C'est-à-dire que même, alors il y a des enfants hyper sympas entre guillemets qui sont pas trop, qui arrivent bien à contenir. Je dis très bien, ça fonctionne comme ça. Il y a un risque entre guillemets qu'à un moment donné ça explose et que l'enfant sature. Et ça c'est très 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 compliqué. Ça renvoie vraiment à la question de la difficulté scolaire. Et donc, du fait qu'on demande aux enfants à faire des choses ou à suivre un rythme très difficile pour eux. Si on prend des images, vous demandez, c'est comme si on demandait à certains enfants de courir un marathon par jour. Et imaginons que tous leurs copains arrivent à le faire sans aucun problème, puis que le soir, ils pourront encore faire des exercices. Votre enfant qui a un trouble d'apprentissage, ok, le marathon, mais vous ne pouvez pas leur demander de faire du travail après. Donc, en tout cas, il va falloir qu'il soit vraiment adapté, vraiment structuré. Sinon, c'est juste pas tolérable pour l'enfant. Donc, c'est vraiment un sujet très, 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 très difficile avec cet équilibre intenable pour les familles, qu'est de dire, soit c'est la guerre, entre guillemets, on y passe 3 heures, alors qu'en plus, c'est tellement simple, je sais qu'il pourrait y arriver en un quart d'heure, ça remontant tout le temps. Et en même temps, de l'autre côté, donc ça, c'est pas du tout acceptable. Et de l'autre côté, ce serait, je lâche, mais c'est pas possible en tant que parent de lâcher parce qu'on a très peur que son enfant décroche, que son enfant. Donc, c'est juste une position, c'est ingérable pour les parents et c'est vraiment, c'est pour ça aussi que je pense qu'il n'y a pas de solution miracle ou que c'est à chaque fois du fil vraiment, c'est au cas par cas dans chaque famille qu'on va trouver une manière de fonctionner. C'est vrai que c'est un sujet vraiment, vraiment, vraiment épineux. Il y a un point, mais ça c'est pareil, c'est très facile, très général, mais que de faire la distinction entre les leçons, l'apprentissage de la leçon en tant que telle, et puis les exercices de validation. Alors en maths, vous avez le théorème machin, et après vous avez 8 exercices. Peut-être que ça, du coup, on fait un point important sur le théorème pour que l'enfant comprenne bien la leçon, etc. Par contre, les 8 exercices, on en fait 2. Je dis souvent aussi aux parents de vous autoriser, entre guillemets, à mettre des petits mots en rouge. Monsieur le professeur, il n'a pas fait cet exercice, c'est pas lui qui n'a pas voulu, c'est moi. Donc, s'il y a quelqu'un à punir, c'est pas lui, c'est moi. On en parle à la réunion parents-prof. Parce que ça permet aussi, du coup, de déculpabiliser l'enfant. Et puis, le mieux, c'est qu'en amont, mais ça, c'est la théorie, encore une fois, mais qu'en amont, l'enseignant puisse dire à l'enfant, hop, toi, tu as des difficultés, donc je ne vais pas te charger comme les autres.
Et donc, limite, je ne veux pas que tu fasses les 4 exercices que j'ai demandé. Toi, je veux que tu m'en fasses que 2. Parce que ça renvoie là. Du coup, c'est pas l'enfant qui, du fait de sa faiblesse, n'arrive pas à tout faire, entre guillemets. C'est au contraire, on a pris en considération sa gêne, son handicap, et du coup, on ajuste ce qu'on lui demande. Mais bon, ça, c'est la théorie. Les enseignants n'arrivent pas toujours à faire ça. Mais il y en a qui arrivent. Hein. Il y en a qui arrivent quand même. On a une autre question. Bonsoir. Comment faire pour gérer les crises d'un enfant qui va toujours s'exprimer par des cris? Il a 2 ans. Il a par quel âge? Il a 2 ans. Mais dès qu'il y a la moindre petite frustration, il va crier. Ça va être son seul moyen de s'exprimer. J'ai beau lui dire d'arrêter, qu'il peut En dehors des crises, il peut s'exprimer, il a le langage. Il a des moments où il va crier comme ça subitement, juste parce que il n'arrive pas à bien jouer, il a quelque chose de coincé. C'est vraiment pour tout. Ok. Donc, dans les moments de frustration, pour voir si dans les moments de frustration où il n'y a pas quelque chose qui se passe comme il voudrait, il y a des cris. C'est ça. Ça, c'est au final assez classique. On va dire que l'émotion est telle que l'utilisation de son langage à 2 ans fait qu'il ne va pas réussir forcément à le mettre en mots ou à dire « je suis en colère ». Et donc, le meilleur moyen d'exprimer la colère, c'est quoi? C'est des cris, entre guillemets. Donc, ça, il y a de grandes chances qu'en grandissant, en augmentant ses capacités de vocabulaire, il arrive petit à petit à mettre des mots, entre guillemets, là-dessus. Ce qui peut être bien, c'est qu'une fois que la crise de l'orage est passée, que vous puissiez un peu l'aider. Tout à l'heure, quand il s'est passé ce truc, tu te sentais comment, toi? C'était quoi l'émotion Alors, vous voyez, le mot émotion à 2 ans, c'est compliqué. Donc, il y a vraiment tout un travail de… Alors, j'ai pas eu le temps de le faire, du coup, mais il y avait toute une partie sur l'expression des émotions. Pour que les enfants arrivent à comprendre que ce qui se passe à l'intérieur d'eux, c'est de la colère, de la tristesse, de la faim ou du sommeil, ça passe par votre propre verbalisation des émotions. Et le fait que vous accompagnez des tout petits, hein, même avant le langage, avant 1 an, dire « oh là là, tu m'as l'air d'avoir faim »,« oh, t'es pas content », ou là, quand on parle comme ça à l'enfant, petit à petit, on lui fait des propres représentations de qu'est-ce que veut dire ce mot. Et tiens, quand je sens ça et que je suis comme ça et qu'il y a eu ce truc-là, ça veut dire que je suis en colère. En fait, l'enfant se construit son vocabulaire et sa compréhension de ce qui lui arrive par aussi ce que vous lui dites ou les mots que vous mettez. Donc, il y a vraiment, c'est important de verbaliser les émotions avec lui, dire là, je vois que tu es en colère, ou j'ai l'impression que tu es en colère. On peut aussi utiliser les petits pictogrammes et dire là tu t'es comment là, t'es où par rapport à quel bonhomme tu te mettrais. Et l'enfant qui va prendre le petit picto colère là, c'est une autre manière de l'exprimer que par l'écrit, et ça lui permettra peut-être à un moment donné, plutôt que de crier, il va vous jeter le picto colère, ou il va juste vous dire colère. À un moment donné, ça sera déjà, ça avancera un petit peu là-dessus. Parce que c'est un peu difficile au quotidien. L'exemple bête qui me vient là, c'est juste l'habiller. S'il n'arrive pas à mettre la main dans la manche, il va hurler et au quotidien, c'est un peu difficile quand même. Et du coup, il hurle, mais vous arrivez quand même à le faire et du coup, au bout d'un moment, ça passe Oui. Et c'est un cri et après, ça s'arrête ou ça vraiment, ça explose et du coup, on ne peut plus rien faire. Il crie, Non, il hurle. C'est un cri. C'est un gros cri et du moment où il est bloqué, mais c'est pour tout et n'importe quoi. Ok. Et après, dans les autres émotions, les expressions des autres émotions, c'est pareil, il a tendance à être… Très expressif. Très expressif. Par contre, il est très sociable, il parle déjà assez bien. Il y a des enfants qui ont des niveaux d'émotions, de force des émotions différentes, entre guillemets, et certains, petite frustration, ils vont la réguler, puis d'autres, ça va vraiment être un peu le volcan, comme on montrait tout à l'heure. Après, il peut y avoir mais là, il est petit, hein, mais un travail sur des aspects de respiration, vous savez, les trucs comme calme et attentif comme une grenouille, des petites choses comme ça, pour accompagner les enfants à ressentir ressentir au niveau corporel, comment je suis tendu. Il peut y avoir des petites choses aussi comme ça. Et là encore, peut-être de l'anticiper aussi. Peut-être avant de s'habiller, on fait 5 fois le tour en courant. On décharge, entre guillemets, avant l'habillage, on décharge l'émotion, entre guillemets, ou on le fait passer par un jeu, entre guillemets, ou peut-être des petites choses comme ça pour essayer que lui se rende mieux compte aussi de ses émotions et puis de les évacuer peut-être un petit peu avant. C'est des choses comme ça. Merci.
Il a une autre question parce qu'il a beaucoup de professionnels de la petite enfance sur Facebook, donc assistantes maternelles et aussi des éducatrices en crèche, qui posent la question de battre les fers quand il est froid. Ça marche pour les moins de 3 ans? L'idée de battre le fer quand il est froid, c'est surtout pour, c'est aussi pour ne pas faire n'importe quoi en tant que parent. Parce que quand on bat le fer quand là, c'est des professionnels de la petite enfance. Oui. Mais alors, donc, l'idée, ça va être dans quel contexte, entre guillemets, ça arrive. Mais oui, pour moi, ça marche très bien aussi en crèche ou avec. Après, il y a la question quand il y a plusieurs enfants, ça peut être compliqué. Mais si on peut prendre un exemple, on imagine qu'il y a on a 3 ou 4 enfants du même âge et qu'il y a quelque chose une grosse crise par rapport à un jouet, par exemple, que tous les enfants aiment. On va pas ça sert pas à grand chose de réagir à chaud parce on pourrait avoir tendance à dire des choses, ou de s'énerver entre guillemets. Mais ça va être d'analyser le truc après. Et peut-être ce jouet, soit on en achète 3, soit on le met ailleurs, quoi. Enfin, je sais pas. Je prends un exemple comme ça. Donc là encore, on est dans des aspects d'anticipation. Qu'est-ce qui a entraîné la crise? Est-ce que je peux faire quelque chose en amont ou pas? Mais la réaction à chaud, entre guillemets, en fait, souvent, il y a ce risque d'escalade et d'avoir des réponses qui ne sont pas forcément ajustées ou pas forcément adaptées. Et lié à cette question, isoler l'enfant quand il est moins de 3 ans, donc au niveau de la maturité du cerveau, est-ce qu'il faut lui laisser pas trop de temps? Est-ce qu'il a des ajustements à faire? Vous avez sûrement entendu parler, on voit beaucoup ça dans les classes, un coin, il peut y avoir un coin un petit peu avec, alors, il y a les deux versants, la version coin calme, mais ce qui est un peu antinomique, parce que quand l'enfant il est comme ça, il n'a pas envie d'aller bouquiner, lui il a envie de… où il y a le coin colère. Je me rappelle alors c'est pour les grands, là, mais d'une situation avec des éducateurs, ça c'était quelque chose qu'on avait vu avec Emmanuel Piquet, où il y avait eu un des éducateurs qui disait, mais en fait, on n'a pas fait assez de place à ta colère. En fait, on n'arrête pas de te dire de réguler ta colère, réguler ta colère. Mais en fait, tu as une colère, elle est là, on va en faire quelque chose. Et donc, il y avait vraiment tout un travail sur comment j'exprime ma colère, comment je la fais passer, comment je la fais sortir. Donc, il peut y avoir un espace. J'aimais bien ce truc-là, la pâte à colère. C'est une pâte à modeler spéciale, la pâte à modeler normale, et puis il y a le pot rouge. Le pot rouge, mais l'enfant il a le droit de faire ce qu'il veut avec. Il peut la déchiqueter, la machine, l'acheter partout. Alors bon, après, on va devoir ramasser un peu. Ça, ou un papier aussi à froisser, le papier, le bon de colère. Alors on a le droit de. Donc, comment je fais passer ma colère? Comment je calme ma colère? Qu'est-ce qui me permet de calmer cette colère? Merci. On avait ici une question. Moi, ma question, c'était par rapport à vos programmes de guidance parentale. Je suis plutôt là à titre professionnel ce soir, et donc j'ai souvent besoin de relais autres que psychothérapeutiques. Et donc ma question, c'était comment est-ce que des parents peuvent vous solliciter? Quel est le cursus? Alors, sur pour rentrer dans il y a deux choses, cette prise en charge. Sur le site internet, c'est pas vraiment entre guillemets des programmes de guidance en tant que tel. C'est vraiment, on va dire, la conférence que j'ai pu faire là, je vous ai montré 3 outils. En fonction en fait de la problématique dans laquelle on est, il y a certains outils qui répondent mieux que d'autres. Donc là, moi, sur ce que j'ai compilé en fait quelque part sur le site internet, ça va être en fonction. Par exemple, il y avait remettre du positif dans la relation avec mon enfant. Eh bien, il y a des capsules qui parlent directement de ça. Après, donc c'est pas des programmes de guidance parentale en tant que tel, parce que voilà. Après, nous, on anime des programmes de guidance, mais là, dans le cadre du CHU, mon rôle de médecin du CHU, avec de nombreux collègues. Les programmes de guidance, il y en a de 2 types. Enfin, on en anime de 2 types. Il y en a de plein de types différents en fonction des troubles. Mais sur la question vraiment régulation comportementale, régulation émotionnelle, il y a celui que beaucoup de gens connaissent, qui est le programme de Barclay pour les enfants qui ont un TDAH ou un trouble oppositionnel. Et puis, ce dont je vous ai parlé un petit peu, la question de la résistance non violente, pour les enfants, entre guillemets, j'aime pas ce terme, tyrans, ou les enfants qui ont vraiment des comportements destructeurs ou très violents, physiquement ou verbalement avec leurs parents. Ça, c'est 2 programmes qu'on anime, des programmes parentaux. Après, les soins en pédopsychiatrie, c'est sectorisé. Donc, nous, là, moi, je travaille sur le MPEA 2, donc c'est père plantade. Donc, on accueille les enfants et leurs parents du bassin de Montpellier et tout le nord-ouest, Gignac,
l'ODEF, Clermont-Lérault, Saint-Gély, etc. Et le MPEA 1, donc à Saint-Éloi, accueille aussi les familles de Montpellier. Et puis, pour le coup, par contre, Latte, Moglio, tout le bassin, voilà. Donc, et donc, du coup, quand les parents habitent Montpellier, ils peuvent contacter le service. Et puis, en fonction aussi de ce qu'on voit en consultation, on peut leur proposer des programmes de guidance. Il y a un autre programme qu'on a mis en place depuis peu de temps, qui est un programme d'éducation thérapeutique du patient, là encore spécifique lié au TDAH, où on accueille dans des groupes, en même temps, des groupes de parents et des groupes d'enfants. Par exemple, alors il y a une thématique, il y a un des ateliers sur la colère, mais il y a des thématiques organiser la gestion du quotidien, la dynamique familiale, voilà, il y a un focus sur les devoirs aussi. Et on travaille avec les enfants d'un côté, avec donc des soignants, de l'autre côté en parallèle, et puis on met en commun après 1h30, 2 heures. Voilà. Et là encore, il faut donc c'est pour les enfants qui ont un TDAH et puis qui habitent sur le secteur du service. Justement, pour les personnes qui nous suivent, qui ne sont pas de la région, vous savez si ce type de dispositif est aussi national ou pas? Bon, il y a aussi des gens qui nous suivent de Belgique, de Canada. Non, au Canada, au Belgique, souvent, c'est vraiment, ils sont assez forts en termes de programmes. L'idée aussi de ces programmes, ce qui n'est pas du tout le cas du site que j'ai développé, mais ces programmes dont on vient de parler, c'est des programmes qui sont validés scientifiquement, qui ont montré une efficacité avant-après sur des groupes, sur les parents, etc. Et qui demandent une formation spécifique aussi, on ne fait pas n'importe quoi, entre guillemets. Voilà. Donc, ça n'est pas que français, il y a vraiment dans tous les pays différents types de programmes, donc il faut se renseigner auprès des équipes de soins locales. C'est vrai que l'aspect local est important parce que quand même, il y a ce besoin de voir les gens. Alors, on fait depuis peu un programme de Barclay, nous, en visio, qui marche pas mal, je trouve, pour malgré… donc, c'est 10-15 familles, c'est fermé, on reste avec les 10-15 familles pendant 8-10 séances. Et en fait, alors, la technique d'animation est un peu différente, mais on a, je trouve, des bons retours et les familles, ça marche bien. Et on reste quand même sur le secteur de Montpellier parce que on a de quoi faire déjà. Une dernière question. Bonsoir. Ma question, c'est par rapport aux enfants qui sont dits hypersensibles. C'est-à-dire, c'est des enfants de petits. Enfin, moi, je vois ma fille, par exemple, qui a 6 ans, mais quand elle est frustrée ou quoi, elle va encore se rouler par terre et faire des crises assez cataclysmiques. Et je voulais savoir, en fait, si juste il fallait rester patient et qu'un jour, ça s'arrange quand même. Parce que j'ai vraiment l'impression, en fait, de devoir être toujours dans l'éducation créative, toujours trouver des nouvelles choses. J'ai fait les ateliers Faber et Maslich. J'ai vraiment essayé énormément de choses. Et donc, l'histoire de pâte à modeler, de feuilles à colorier, etc. Pardon. Et vous avez un exemple de situation qui entraîne une crise? Par exemple, elle me demande quelque chose. Est-ce que je peux regarder un dessin animé aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. On n'a pas le temps. On va faire ça. Ça y est, c'est la crise, quoi. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Non, je veux pas manger ça. Une crise, quoi. Est-ce que vos noms se transforment parfois en oui? Oui. Alors, en fait, ça aussi, j'ai essayé, par exemple, de dire quand elle me demande, par exemple, une glace le soir, je lui dis oui, on en mangera une demain midi. Non, ce que je veux dire dans le nom qui se transforme en oui, c'est qu'une fois que vous avez dit non et qu'il y a une crise, des fois, ça fait ok. Alors j'ai eu dans le passé, mais c'est plus du tout le cas maintenant. Et bon, c'est vrai que ça va un peu mieux parce que je pense qu'elle grandit aussi. Ouais. Mais et voilà. Et en fait, c'est épuisant de devoir toujours. Je pensais aux devoirs. Moi, j'y suis pas encore, mais je m'imagine déjà devoir. Allez, on va faire les devoiurs sous la table parce que ça va être un peu plus marrant, ou réciter la leçon dans le bain. On se fatigue. Mais voilà, c'est ça. En fait, c'est épuisant avec des enfants comme ça qui sont. Non, oui, oui, c'est sûr que là encore, ça va être la question de l'équilibre à trouver entre quelque chose qui va être vivable entre guillemets pour le parent, il y a à la fois la question des crises et à la fois la question de l'adaptation, d'être tout le temps en train d'essayer de s'adapter, d'ajuster le machin, de trucs. À un moment donné aussi, c'est épuisant. Il peut y avoir un cercle vicieux. C'est là aussi que c'est un peu compliqué parce que certains des conseils qu'on donne parfois peuvent avoir aussi l'effet inverse.
moi, je suis des fois un peu perdu dans mes formations parce que j'ai fait des formations où on dit strictement l'inverse dans une formation ou dans l'autre. Et vous avez peut-être vécu ça aussi. La question de l'hyperadaptation, entre guillemets, pour éviter les crises, c'est bien. Et en même temps, les enfants se rendent compte qu'ils font un peu ce qu'ils veulent de nous. Parce que quand je commence à faire comme ça, bah, mon parent, il commence à faire « Attends, regarde, on peut faire comme si, je mets un timer. » Et ça, en fait, l'air de rien, ça peut, dans certaines situations, alimenter. Donc, c'est très dur parce qu'il y a des enfants qui ont clairement besoin de ces adaptations et de ces ajustements et ces choses-là vont fonctionner. Mais donc, non, c'est… À ce moment-là, du coup, d'accepter une crise. Peut-être à ce moment-là. C'est sûr, mais c'est sûr. En fait, c'est des enfants, on a l'impression qu'ils n'ont pas de limite. Ils sont sans limite. Des enfants, c'est ça, ils sont sans limite. Par exemple, un enfant qui va pleurer, vous dites au bout d'un moment, bah, ça s'arrête. Bah, c'est des enfants qui vont jusqu'à se faire vomir. Donc, en fait, on ne peut pas les laisser non plus, voilà, la crise, oui, elle s'arrête, mais il faut les aider à s'arrêter parce qu'ils ne savent pas faire eux. Et elle est en demande de changement de ça ou pas? Ça, c'est une bonne question. Elle a quel âge? 6 ans. Il y a après tout un travail aussi de dire qu'on ne peut pas tout changer, entre guillemets, en tant que parent. Et on n'a pas… On parlait d'animal tout à l'heure, d'animal un peu, voilà. Donc, il y a non seulement on a le nôtre et puis il y a celui de l'enfant et on n'a déjà pas trop accès au nôtre. Alors, celui de l'enfant, c'est un peu compliqué aussi. Donc, il va y avoir aussi de dire, écoute, moi, j'essaie de faire des choses. Il y a certaines choses que je peux faire et que je peux essayer d'adapter. Après, il y a des choses, je n'y arrive pas. Et il va falloir aussi que ça te concerne, c'est ton émotion. Et donc, qu'on travaille avec ça, avec ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, de comment exprimer les émotions différemment, comment est-ce qu'elle a repéré elle-même des situations où, du coup, les émotions sont plus ou moins fortes. Est-ce que si elle fait une activité avant, la colère va être moins crise. Est-ce qu'il y a des choses qui font arrêter les crises plus vite? Elle expérimente aussi le fait que vous ayez vos limites, vous. Bien, écoute, mais ouais, moi, à un moment donné, je sais pas quoi faire. Et ça renvoie à quelque chose, on est humain. Je suis désolé, j'étais hyper mal. Ça me fait mal de te voir comme ça, mais je ne sais pas quoi faire. Je peux pas être tout seul. J'ai besoin de toi aussi, que tu fasses des efforts aussi, toi, pour qu'on travaille ensemble sur que les choses elles se régulent. Après, oui, les choses se régulent aussi en grandissant, clairement. Plus les enfants grandissent, plus ils ont d'outils pour exprimer leurs émotions différemment, et plus ils ont de ce qu'on appelle des métacognitions, c'est-à-dire ils ont aussi de prise de conscience et de conscience de leur propre manière de fonctionner. J'ai un exemple super d'un ado qui m'avait dit une fois, je me suis fait virer de cours là, je suis trop content. Parce qu'en fait, il y a eu une prise de bec avec le prof. Alors, c'est un garçon qui est très intelligent, qui a pas sa langue dans sa poche. Quand le prof lui fait une remarque, il a bonne remarque pour le prof. Le prof, il est cassé, tout le monde rigole. Enfin, c'est l'horreur. Donc là, c'est monté en escalade. Et il me dit, en fait, je me suis levé, je suis parti de la salle en courant. Le prof lui a dit, tu restes dans la salle. Il est quand même parti en courant. Et on l'a félicité. Parce que ce qui aurait pu se passer, c'est la classe, elle était, voilà, en son dessus-dessous, il aurait fini avec les chaises dans tous les sens. Et ça, le prof n'était pas forcément au courant. Et là, vraiment, c'est qu'il commençait à prendre conscience aussi, lui, de ça, de bien voir à quel niveau émotionnel il est, et du coup, à commencer à mettre en place des stratégies. Donc, il y aura probablement des choses comme ça aussi en grandissant. Bon, merci. On arrive à la fin. On a un peu dépassé. On a ajusté aussi les formats Facebook live. Habituellement, c'est 1 heure. On a un peu dépassé. On a commencé un retard. Bon, merci de votre souplesse, de votre patience, de votre participation, tous les commentaires. On a pu répondre qu'à une partie des questions. Donc, merci beaucoup à vous. À vous d'être ici. Donc, pour nous, la soirée n'est pas finie. Il y a encore des petites surprises. Donc, je voudrais remercier Docteur Henri de votre implication, de votre temps, de votre pédagogie. Merci aussi Édition Ton Pouce qui a fait a rendu possible la mise en relation et qui a soutenu aussi avec la communication. Et aussi à toute l'équipe Optoys, parce que là, je suis devant vous, mais on a toute une équipe pour cette belle soirée. Donc, voilà, j'étais pas seule. Et 2 petites choses, parce qu'il avait des questions. Il aura un replay. Donc, si aujourd'hui, voilà, vous êtes venus
mais il a des connaissances, la famille, voilà. Il avait beaucoup de commentaires à dire. Les papas aussi, ils ont un rôle à jouer. Ouais. Donc, si vous voulez le partager avec les restes de votre entourage, il aura un replay. Donc, sur la page de Facebook de Optoys, la publication se génère automatiquement. Donc, dès ce soir, vous pouvez la partager. Sinon, dès demain, sur la chaîne YouTube de Optoys aussi. Sinon, si vous êtes inscrit, et vous aussi, on vous enverra un petit email demain avec les liens. Et également faire une petite billet récapitulatif parce qu'il avait des personnes intéressées par rapport au PowerPoint. Donc, on va rendre accessible le contenu sur notre blog optoys.fr. Donc, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt aux personnes qui nous suivent sur Facebook. Donc, on peut couper la mission. Merci. Et pour vous, la soirée n'est pas finie.